Bonjour et bienvenue. On pense souvent à l'origine de notre univers comme une grande explosion, le Big Bang, un point de départ absolu. Mhm. Mais si, et si on se trompait de question? Et si le vrai mystère, c'était pas comment tout a commencé, mais pourquoi ça a commencé de manière si incroyablement ordonnée? C'est exactement le paradoxe qui a obsédé le physicien Roger Penrose, oui. Et dans son livre Cycles of Time, qui est notre source aujourd'hui, il ne fait pas que poser la question. Non, il propose une solution, Et quelle solution? une idée vertigineuse. Et si notre Big Bang n'était pas un début, mais la simple continuation d'un univers qui existait avant le nôtre? Une idée complètement folle, en fait. Ça voudrait dire que, enfin, si je comprends bien, notre univers porterait peut-être les cicatrices de celui d'avant. C'est l'idée. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de suivre cette enquête de Penrose, voir comment il tente de résoudre ce qui ressemble à un crime cosmologique, un univers qui, selon la loi la plus fondamentale de la physique, doit aller vers le désordre. Mais qui a commencé dans un état d'ordre presque parfait. C'est une contradiction totale. Et pour résoudre cette énigme, Penrose nous guide à travers plusieurs indices. On va d'abord devoir comprendre cette fameuse loi du désordre, la deuxième loi de la thermodynamique. D'accord? Ensuite, on va examiner la scène du crime, notre Big Bang, pour voir à quel point il était spécial. Puis, on se projettera loin dans le futur. Et enfin, on verra l'outil mathématique qui, selon lui, relie tout ça. Parfait. Alors, allons-y. Commençons par le début de l'enquête. L'indice numéro 1. Pourquoi le temps ne s'écoule-t-il que dans un sens? Pourquoi est-ce que les choses se cassent au lieu de se réparer toutes seules? Penrose utilise une image très simple pour ça. Un œuf sur une table. Si on le pousse, il tombe, il s'éclate au sol. Un processus qu'on trouve tout à fait normal. Oui, naturel. On passe de l'ordre, l'œuf intact, au désordre, l'œuf brisé. En physique, on appelle ça une augmentation de l'entropie. Et on ne voit jamais l'inverse. Jamais vu des morceaux de coquille se rassembler pour reformer un œuf parfait sur la table. Pourtant, les lois de la physique, elles, sont réversibles. Exactement. Que ce soit Newton ou la physique quantique, si on filmait les atomes de l'œuf qui tombe et qu'on passait le film à l'envers, tout semblerait physiquement plausible. C'est le grand paradoxe de la flèche du temps. C'est ça. Et la réponse habituelle, c'est de dire c'est la deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie, le désordre, ne peut qu'augmenter. Mais Penrose dit que ce n'est pas la vraie question. Non. Pour lui, le vrai mystère, ce n'est pas pourquoi l'entropie augmente, mais pourquoi elle était si incroyablement basse au tout début. D'accord, alors il faut qu'on définisse un peu mieux ce que c'est l'entropie. Ce n'est pas juste une impression de désordre, j'imagine. Non, c'est une idée du physicien Ludwig Boltzmann. L'entropie, c'est une mesure du nombre de façons d'arranger les composants microscopiques d'un système, sans que son apparence globale ne change. Ah, d'accord. Pour l'œuf intact, il y a très peu de configurations possibles pour ces molécules. C'est un état de basse entropie. Pour l'œuf écrasé, il y a un nombre astronomique de positions possibles pour chaque morceau. Qui correspondent toujours à un œuf écrasé. Voilà. C'est un état de haute entropie, beaucoup plus probable. Donc l'univers évolue simplement vers l'état le plus probable. C'est pour ça que ma chambre se met en désordre toute seule, mais ne se range jamais spontanément. C'est tout à fait ça. Et si on applique cette logique à l'univers entier, Qui est un système isolé. ça nous mène à une conclusion forte. Puisqu'on observe que l'entropie augmente depuis 14 milliards d'années, ça veut dire que l'univers a dû commencer dans un état d'ordre presque parfait, hautement improbable. Donc la vraie question, ce n'est pas pourquoi l'œuf se brise, mais pourquoi l'univers a-t-il commencé comme un œuf parfaitement intact? On y est, c'est le cœur du mystère. Alors, examinons cette scène de crime. À quoi ressemblerait un Big Bang, disons, normal? Un Big Bang générique à haute entropie. Pour se le représenter, il suffit d'imaginer la fin de notre univers. Un Mhm. chaos de trous noirs qui fusionnent et s'effondrent. Ok. Et de passer le film à l'envers. Ce qu'on obtiendrait, ce serait une singularité initiale complètement chaotique, grumeleuse, irrégulière. Le désordre total, dès la première seconde. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Quand on regarde la plus vieille lumière de l'univers, le fond diffus cosmologique, On voit tout le contraire. Une uniformité à couper le souffle. La température est la même partout dans le ciel, à une toute petite variation près. comme la surface d'un lac parfaitement calme. C'est ça. Et cette régularité, c'est la signature d'une entropie extraordinairement basse au départ. Penrose dit que la gravité était calme au début, c'est ça? Oui, il dit que les degrés de liberté gravitationnelle n'étaient pas excités.
Imaginez que la matière était comme un gaz chaud, très désordonné en soi, mais la géométrie de l'espace-temps dans laquelle il baignait, elle était incroyablement lisse. D'accord, l'ordre venait de la gravité. Oui, et il a un outil pour mesurer ça, la courbure de Weyl. La courbure de Weyl, ça sonne un peu compliqué. On peut visualiser ça? On peut tenter une analogie. Imaginez que l'espace-temps est un cube de gelée. La courbure de la relativité générale d'Einstein, c'est ce qui fait que le volume de la gelée change. Elle se contracte ou s'étend? Exactement. Mais la courbure de Weyl, c'est autre chose. C'est ce qui tord la gelée sans changer son volume. Ah, d'accord, je vois. Un Big Bang chaotique, ce serait une gelée complètement tordue. Le nôtre, selon Penrose, était parfaitement cubique. Une courbure de Weyl nulle. C'est beaucoup plus clair. Mais alors, attends, ça veut dire que l'ordre de l'univers, il y a 14 milliards d'années, est la raison directe pour laquelle je peux faire une omelette ce matin. C'est ça, le lien. C'est exactement ça. Sans cet ordre gravitationnel initial, la matière n'aurait jamais pu s'agglomérer de manière ordonnée pour former des galaxies, puis des étoiles comme le Soleil. Et le Soleil, c'est la clé. C'est une source d'énergie à faible entropie, un point chaud dans un ciel froid, comme il dit. Précisément. Les plantes sur Terre utilisent cette énergie ordonnée du Soleil pour créer de l'ordre. Nous, on mange ces plantes pour maintenir notre propre structure complexe. Donc, oui, l'existence même de l'œuf sur la table est un héritage direct de la condition spéciale du Big Bang. Tout est lié. C'est fou. C'est fascinant. Donc tout part de cet ordre. Mais la deuxième loi nous dit que tout tend vers le désordre. Si on suit cette logique jusqu'au bout, où est-ce que ça nous mène dans un futur inimaginablement lointain? L'expansion de l'univers s'accélère. Les galaxies vont s'éloigner les unes des autres. Les étoiles vont s'éteindre et toute la matière qui restera finira, sur des temps immenses, par être avalée par d'énormes trous noirs supermassifs. Et il ne restera plus que ça. L'univers deviendra froid, sombre et presque vide, à l'exception de ces monstres solitaires. C'est une fin assez déprimante. Mais ce n'est pas vraiment la fin de l'histoire pour Penrose, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Car grâce à Stephen Hawking, on sait que même les trous noirs ne sont pas éternels. Ils s'évaporent. Très, très, très lentement. Et quand on dit lentement, On parle de durée qui défie l'imagination. Pour un trou noir supermassif, ça peut prendre jusqu'à 1 Google d'années. C'est un 1 suivi de 100 zéros. mon cerveau n'arrive même pas à traiter cette information. C'est juste un nombre abstrait. Complètement. Mais au bout de ce temps, ils disparaissent. Complètement. Il ne reste rien. Rien à part un bain de particules sans masse qui filent à la vitesse de la lumière. Des photons, des gravitons. Une sorte de brouilleur de lumière et de gravité, infiniment dilué. Et c'est là, dans ce brouillard, que se trouve la clé de tout le cycle. C'est là que ça devient fascinant. Pour nous, ça ressemble à une fin, mais du point de vue d'un photon. C'est tout autre chose. Et c'est là que Penrose sort son arme secrète. La géométrie conforme. Une géométrie aveugle à l'échelle, ça veut dire quoi concrètement? Pensez à une carte géographique. Vous avez la carte du monde et la carte de votre ville. Elles montrent les mêmes formes, les mêmes angles, mais l'échelle est totalement différente. Oui, je vois. La géométrie conforme, c'est comme ne regarder que la forme, sans jamais se soucier de l'échelle qui dit 1 cm égale 1000 km. D'accord. Eh bien, pour une particule sans masse comme un photon, la notion de temps et de distance n'existe pas. Son voyage est instantané de son point de vue. L'univers n'a plus d'échelle. Seuls les angles comptent. La physique devient conforme, aveugle à l'échelle. Et le truc incroyable, c'est que le Big Bang, au tout début, avait la même propriété. Exactement. Les énergies étaient si colossales que la masse des particules était négligeable. Tout se comportait comme des photons. On se retrouve donc avec une symétrie incroyable. Le futur infiniment lointain, froid et vide, Et le passé infiniment dense et chaud. sont décrits par la même physique. Une physique qui ignore l'échelle. Voilà. On a deux états qui, malgré leurs différences de taille et de température, se ressemblent géométriquement. D'accord, ça, c'est un lien puissant. Alors, comment Penrose connecte-t-il ces deux états? Il propose l'idée la plus simple et la plus radicale. Et si le futur lointain d'un univers, qu'il appelle un néon, était le Big Bang de l'éon suivant? C'est ça. Mathématiquement, il utilise ce qu'on appelle une transformation conforme. Il prend l'univers futur, infiniment grand, et il le comprime mathématiquement. Et il prend l'univers primordial, infiniment petit, et il l'étire.
Et les deux géométries coïncident parfaitement. La fin d'un univers se connecte en douceur au début du suivant. Le passage de l'un à l'autre est fluide. C'est d'une élégance folle. C'est une chaîne potentiellement infinie d'univers. Mais, attends. Là, il y a un truc qui cloche. On a commencé avec le problème de l'entropie. Mhm. Si le désordre augmente inexorablement dans chaque éon, comment le cycle peut-il recommencer avec une entropie faible? L'entropie ne devrait-elle pas s'accumuler? Ça ressemble à une violation de la deuxième loi, non? C'est la question cruciale et vous avez raison. C'est là que se trouve la partie la plus audacieuse de la théorie de Penrose. Alors, c'est quoi sa solution? Sa réponse, c'est que la quasi-totalité de l'entropie d'un néon finit par être séquestrée à l'intérieur des trous noirs. L'entropie d'un trou noir est colossale. D'accord. Donc, quand ces trous noirs s'évaporent à la toute fin, Penrose affirme qu'ils emportent l'entropie avec eux. Il va plus loin que Hawking. Il soutient que l'information qui tombe dans un trou noir, et donc l'entropie qui va avec, est définitivement perdue. Elle disparaît du cosmos. c'est une réinitialisation de l'entropie. La mort des trous noirs efface l'ardoise. Chaque nouvel éon peut donc recommencer dans cet état de faible entropie, parce que le désordre de l'éon précédent a été littéralement effacé. C'est sa proposition, oui. Mais c'est accepté par les autres physiciens, ça? Ça semble violer des principes fondamentaux sur la conservation de l'information. C'est exactement le point le plus controversé. Penrose fait ici un pari audacieux contre le consensus. La plupart des scientifiques sont très sceptiques sur cette idée de perte d'information. Mais dans sa théorie, c'est la seule solution. C'est la clé de voûte de son édifice. C'est ce qui lui permet de réconcilier un univers cyclique avec la flèche du temps. En résumé donc, notre univers ne serait qu'un maillon dans une chaîne éternelle. Le Big Bang, pas une création, mais une transition. La fin et le début, deux faces de la même pièce, reliées par une géométrie qui ignore la taille. Et le puzzle de l'entropie est résolu par la mort des trous noirs. C'est une belle synthèse. Et ce qui est fascinant, c'est que Penrose insiste, ce n'est pas de la pure spéculation. Il pense que sa théorie est testable. Comment ça? Comment pourrait-on tester quelque chose qui s'est produit avant notre Big Bang? Il propose que les événements les plus cataclysmiques de l'éon précédent, comme la collision de deux trous noirs supermassifs, auraient émis des ondes colossales. Des ondes gravitationnelles. Entre les éons. Et elles auraient laissé une empreinte dans notre propre univers. Une sorte de fossile cosmique. Précisément. Une signature dans le fond diffus cosmologique, notre plus vieille image de l'univers. Penrose pense que nous devrions être capables de voir ces empreintes aujourd'hui. Sous quelle forme? Elle prendrait la forme de cercles dans le ciel, où la température du fond diffus est très légèrement plus uniforme que la moyenne. Donc vous êtes en train de me dire qu'on pourrait littéralement trouver des fantômes dans la machine. Qu'en analysant la première lumière de notre univers, on pourrait voir l'écho d'un événement, d'un univers qui existait avant le nôtre. C'est l'idée. Il y a eu des annonces de détection de ces cercles de Penrose, mais elles sont très, très débattues dans la communauté scientifique. J'imagine. Mais la prédiction est là. C'est une pensée vertigineuse. Ça change complètement notre perspective. Quand on regarde le ciel, on ne cherche plus seulement l'origine de notre propre univers. On cherche peut-être les cicatrices laissées par un cosmos parent. Et c'est la question que Roger Penrose nous laisse. En scrutant le ciel avec assez de précision, pourrions-nous un jour apercevoir les fantômes d'un univers qui a existé avant le nôtre?